Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Tardiva, je suis le fondateur de Top Frogs, une société qui accompagne depuis 2006 les expatriés dans leurs investissements immobiliers. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Landrevi. Olivier, bonjour. Bonjour Vous Christophe. êtes le fondateur de Money Smart, qui est un site dédié à l'actualité économique et financière. Après HEC, où vous étiez à la fois d'abord étudiant et ensuite professeur, vous êtes passé pendant, je pense, plus de 10 ans à la Banque Populaire et vous étiez récemment le CFO ou le directeur général de CAFPI, qui est le numéro 1 des courtiers de financement en prêt en France. Donc, nous sommes aujourd'hui sur Zoom et sur LinkedIn, donc bienvenue à tous. Vous vous intéressez tous au monde de l'immobilier, notamment pour vos investissements et vos retraites. Le marché immobilier est un petit peu en crise aujourd'hui et Olivier a accepté de participer ce matin et de décrypter pour nous l'état du marché immobilier français sur le titre humoristique, ou en tout cas espiègle, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc Olivier, merci encore de votre présence aujourd'hui. Je vous donne la main pour que vous puissiez nous présenter votre idée et votre estimation du marché français. Voilà, vous avez la main, Merci. vous pouvez y aller. Merci Christophe. Si vous voulez bien aussi me donner la main sur les slides pour que je puisse les dérouler. Là, ça Voilà, me dit que le parcours. Ouais, ok. c'est fait. Alors, hop. Euh, Partager. Voilà, c'est bon. Vous voyez la slide. Ok. Donc, effectivement, je vais essayer. On s'est donné à peu près une demi-heure pour faire un rapide tour d'horizon du marché immobilier français. Et ensuite, on enchaînera sur une session de questions-réponses. Alors, ce que j'ai voulu faire pour commencer, alors pourquoi la slide ne bouge pas? Alors, je suis désolé. Non, j'arrive pas à passer ma slide. Comment se fait-il? Ah, voilà, ça y est. Voilà. Donc, j'ai voulu, pour commencer, essayer de redonner un peu de profondeur historique pour que vous représentiez bien de quoi on parle. Donc, je vous ai remis à partir d'une source INSEE sur les prix des logements au niveau national en France, l'indice du prix des logements depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit, c'est 5 phases, si vraiment on décompose tout. On a d'abord une première phase de 2000 à 2007, qui est une phase de montée très rapide des prix. On pourrait discuter assez longuement des raisons de cette hausse des prix dans les années 2000. Bon, moi, je pense que c'est lié à la loi SRU et aux contraintes qui ont été mises à l'époque sur les quotas de logements sociaux, mais peu importe, ce n'est pas le sujet du jour. Ensuite, on a, à partir de 2008 jusqu'en 2017, ce que j'appelle la grande modération, une longue période de stagnation des prix, que la plupart des Français ont complètement oublié, avec bon, le dégonflement d'une bulle pendant 1 ou 2 ans, et puis ensuite une forme de stagnation jusqu'en 2017. À partir de 2018, on a une reprise d'une tendance haussière, mais une tendance beaucoup plus modérée que ce qu'on avait connu dans les années 2000. Et cette tendance haussière, à partir de 2018, moi, je la mets sur le compte des taux de crédit qui avaient atteint un niveau particulièrement bas. À partir de 2018, on pouvait emprunter en dessous de 1,50, disons, ce qui était quand même des conditions exceptionnelles. Donc ça dure jusqu'en 2020, jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Et de mi-2020 à mi-2022, on a une accélération de ce trend haussier qui est vraisemblablement dû à la pandémie, au fait que les confinements ont été pour beaucoup de Français un accélérateur de projets. Voilà. Et la dernière phase, la plus courte depuis le deuxième semestre 2022, c'est le début d'une baisse de prix qui est encore modeste, mais qui s'est accélérée sur le dernier trimestre. Alors là où c'est le plus net, on ne le voit pas évidemment sur le graphe, mais là où c'est le plus net dans les chiffres INSEE, c'est sur les grandes métropoles, en particulier
Paris et Lyon, qui sont maintenant autour de 6% plus bas que le point haut. Alors, elles avaient aussi atteint le point haut un peu plus tôt, fin 2021. Et on commence à voir beaucoup de villes moyennes qui prennent également la même tendance. L'exception à ça, c'est le pourtour méditerranéen qui, lui, reste encore sur une tendance haussière pour l'instant. Voilà. Alors, ce graphe, quand on le regarde froidement, on se rend compte que il faut prendre avec des pincettes la doxa, enfin ce qu'on entend si on interroge les Français dans la rue, qui ont le sentiment que les prix de l'immobilier n'ont fait que monter depuis 20 ans, depuis 10 ans, et qui sont aujourd'hui complètement déconnectés des salaires. En réalité, c'est un jugement qui est, comment dire, qui est victime de nombreux biais cognitifs. Le premier biais, c'est qu'on a tendance à surpondérer le passé récent, hein. La mémoire est assez courte, donc on a bien en tête ce qui s'est passé depuis 3-4 ans, mais la plupart des Français ont complètement oublié les 10 années de stagnation des prix de 2008 à 2017. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un biais autour de la valeur d'un euro, parce qu'en réalité, les euros avec lesquels on paye un logement en 2023 ne sont pas les euros avec lesquels on les payait en 2001. Il y a un phénomène d'érosion monétaire, d'inflation progressive, etc. On retrouve aussi dans les salaires, d'ailleurs. Je veux dire, on est tous très sensibles à l'évolution, à la hausse des prix de l'immobilier depuis 10 ans, mais on a tous oublié combien on gagnait exactement il y a 10 ans. Et pour la plupart d'entre nous, ce chiffre a aussi beaucoup progressé. D'ailleurs, en fait, si on prend les chiffres de l'INSEE sur 10 ans, sur les 10 dernières années, les prix de l'immobilier en moyenne ont monté de 27%. Si on compare ça aux chiffres du ministère du Travail, les salaires moyens du privé, un salaire de base du privé, ont progressé de 20% sur la même période. Donc oui, c'est pas tout à fait le même chiffre, il y a un léger disconnect, mais c'est pas non plus colossal. Voilà. Et puis, pour beaucoup de Français, on sous-estime aussi l'effet dans l'évolution des prix de la baisse des taux, puisque l'immobilier se comporte quand même en grande partie, pas toujours, mais en grande partie comme un actif obligataire. Et donc, quand les taux baissent, ce qui s'est produit dans les années de 2010-2019, disons, quand les taux baissent, eh bien, les prix progressent naturellement. Et ça m'emmène à mon deuxième graphe, qui est que, en réalité, le vrai prix d'un logement, si on veut avoir un raisonnement économique rigoureux, le vrai prix d'un logement, c'est pas son prix facial, pas son prix nominal. C'est en réalité la mensualité de crédit que vous allez devoir supporter pour devenir propriétaire du logement que vous souhaitez. Puisque très grande partie des Français, au moment de devenir propriétaire, a recours au crédit. Et donc, j'ai retraité ces chiffres de l'INSEE pour les exprimer en part du revenu moyen correspondant à chacune des époques en question, qui aurait dû être affecté au remboursement du crédit en fonction des taux de crédit qui étaient en vigueur à l'époque en question. Et je préfère suivre ça parce que pour moi, c'est beaucoup plus parlant sur l'existence ou pas d'une bulle au sens de phénomènes spéculatifs autres que simplement des phénomènes mécaniques liés à la hausse ou à la baisse des taux. Et donc, quand on regarde ça, on a un tableau qui se dégage qui est quand même très différent. C'est-à-dire qu'on retrouve de 2000 à 2007, 2008, la forte hausse de la part du budget qui doit être affectée au remboursement du crédit. Là-dessus, il n'y a pas débat. Par contre, on voit un phénomène de dégonflement de cette bulle entre 2008 et 2016-2017 qui est beaucoup plus fort, et on voit qu'on retrouve en fait les niveaux de base, c'est-à-dire ce socle autour de 25% du budget qu'on avait au début des années 2000. Donc en fait, en termes en euros constants et en tenant compte des mouvements de taux, la part du budget qu'un Français doit consacrer à l'acquisition de son logement est revenue en 2017 aussi bas que ce qu'on connaissait au début des années 2000. Ensuite, on voit que jusqu'à la pandémie, en réalité, ce qui apparaissait dans l'autre graphe comme un début de hausse, ici reste une stagnation, c'est-à-dire qu'en fait, la hausse des prix nominaux, c'est simplement expliqué par la baisse des taux de crédit. Vous savez qu'à un moment donné, on a atteint des taux de crédit à 1% en France. Voilà. Et par contre, on voit que
la bulle liée à la pandémie, donc on la retrouve, et surtout à la fin de cette bulle, au lieu de voir un début de baisse comme on avait sur le graphe précédent, on voit là en fait une poursuite ou même une accélération de la hausse qui est liée en fait à la très forte hausse des taux, puisque le coût des crédits est passé de 1% à plus de 4% maintenant en l'espace de 18 mois, alors que les prix nominaux commencent à peine à s'ajuster. Donc en fait, le prix réel en termes de part de budget à allouer au remboursement de son crédit, lui, a continué à monter. Cela étant, même une fois qu'on a dit ça, on voit que cette bulle, si on veut appeler ça une bulle, elle reste très modeste par rapport à ce qu'on avait connu en 2008 et qu'on est à des niveaux qui sont encore assez raisonnables. Si on considère que ce socle de 25% est le niveau de long terme auquel il faudra revenir tôt ou tard, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais faisons cette hypothèse, eh bien, pour revenir du niveau de 32% auquel on est aujourd'hui à 25%, il faudrait, toute chose égale par ailleurs, que les prix s'ajustent à la baisse instantanément de 22%. Bon. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est une équation dans laquelle vous avez trois variables. Vous avez les taux de crédit, on va supposer qu'ils restent à leur niveau actuel pour simplifier. Vous avez les prix qui doivent baisser, je pense, mais vous avez aussi l'évolution des salaires. Et l'évolution des salaires en ce moment en France, elle est très, très rapide, très prononcée. Sur les 12 derniers mois, selon le ministère du Logement, on est sur une évolution de presque 5% des salaires du secteur privé. Donc, vous voyez que quand je dis qu'il faudrait un ajustement de 22% des prix, toutes choses égales par ailleurs, en réalité, la progression naturelle des salaires, si on considère qu'elle se poursuit sur les 2 ans qui viennent, 2 années à 5%, vous avez déjà rattrapé 10%. Et donc, il suffit à ce moment-là que les prix s'ajustent de 12%, 10 ou 12% pour on retouche le point normal de part de budget consacré au remboursement du crédit. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, voilà, donc ça, c'est pour essayer de se débarrasser de quelques biais cognitifs. Je reprends mes notes pour être sûr de ne rien oublier. Oui, alors, avant de poursuivre, non, je ne l'ai pas mis là, je l'ai mis là. Oui, voilà, pardon. Un petit rappel, toujours historique, sur l'évolution des taux de crédit immobilier en France. Donc, pour vous montrer ce phénomène de baisse régulière des taux donc jusqu'en 2019, et puis une stabilisation à un point très très bas jusqu'à la sortie de la pandémie, et à partir du premier trimestre 2022, du conflit en Ukraine et du retour de l'inflation, surtout une hausse ininterrompue des taux. Donc, on a maintenant pris 3 points sur les taux de crédit en l'espace de 18 mois. Un rappel aussi des conséquences de ça sur la production de nouveaux crédits immobiliers. Alors, ici, je les suis, enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est l'Observatoire Crédit Logement. On les suit en volume, c'est-à-dire en nombre de dossiers octroyés. Ça permet de se débarrasser des effets prix qui peuvent parfois perturber un peu la lecture. Et donc là, je vous invite à regarder la courbe du milieu, qui représente l'ensemble du marché, à la fois le neuf et l'ancien. Et on voit que par rapport au point haut qui avait été atteint de 2017 jusqu'au début de la pandémie, on est maintenant sur des volumes de crédits accordés tous les mois qui sont 50% inférieurs, voire plus, à ce plateau haut qu'on avait connu. Donc, un choc de marché, un choc d'accès au crédit qui est quand même très fort. Voilà. Alors ensuite, pour essayer de comprendre les effets dynamiques qui animent le marché de l'immobilier, moi, j'invite toujours les observateurs à essayer de segmenter le marché, parce qu'en réalité, on a des comportements individuels qui sont très différents en fonction des circonstances de vie qui amènent à acheter un logement. Le premier segment, peut-être le plus simple à décrire, c'est le marché de la primo-accession. Donc les jeunes qui, pour la première fois, essayent de devenir propriétaires de leur logement. Bon, eux, ils sont doublement sensibles
Donc, ils sont dans une grande position de fragilité aujourd'hui. Ils sont à la fois sensibles à la hausse des taux, inévitablement, hein, puisque quand on a des taux qui passent de 1 à 4% en l'espace de 18 mois, toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire qu'ils perdent 28% de capacité d'emprunt. Là où ils auraient pu emprunter 100, ils peuvent maintenant emprunter 72. Donc, c'est un choc vraiment, vraiment très violent. Bon, qui est partiellement compensé par le fait que les salaires progressent, mais bon, c'est quand même un choc d'une grande violence. Et évidemment, ils sont aussi sensibles au prix, puisque c'est la première fois qu'ils font une acquisition. Et donc, bon, clairement, ces gens-là, aujourd'hui, sont en grande partie exclus du marché. Et pour qu'ils reviennent dans le marché, il faudra inévitablement que les prix baissent ou que leur salaire progresse. Alors, bon, tout ce que je décris là, c'est vrai partout dans le monde, hein, donc j'imagine que je ne vous apprends rien. Ce qui est très spécifique en France, c'est que le génie français, le génie administratif français a réussi à aggraver ces effets macroéconomiques qu'on voit partout dans le monde en ajoutant des effets qu'on appelle procycliques, c'est-à-dire qui accentuent encore le cycle naturel, le cycle économique naturel. En particulier, je veux en citer trois. Le premier, ce sont les normes du Haut Conseil de stabilité financière, ce qu'on appelle le HCSF, qui sont entrées en vigueur en janvier 2022. Alors, elles existaient sous une autre forme, mais une forme beaucoup plus soft. C'était juste une recommandation. Elles ont pris valeur de réglementation, donc avec menace de sanctions pour les banques à partir de janvier 2022, c'est-à-dire au pire moment, un mois avant que les taux commencent à remonter violemment. Et ces normes, elles dictent aux banques un certain nombre de critères d'octroi. Par exemple, le fait qu'une banque n'a plus le droit de prêter au-delà de 25 ans, alors qu'avant, beaucoup de banques allaient jusqu'à 30 ans. Le fait qu'une banque ne peut plus, ou en tout cas, elle doit se justifier quand elle prête avec un taux d'endettement, un taux d'effort de plus de 35%. Donc, si le remboursement du crédit va représenter plus de 35% de vos revenus, la banque doit s'en justifier. Elle peut subir des sanctions, alors qu'avant, il n'y avait rien de ce type. C'était laissé au jugement individuel. Si un jour vous finissiez en commission de surendettement, c'est la commission de surendettement qui jugeait du caractère responsable ou pas de la banque au moment de l'octroi. Et puis, ces normes ont aussi considérablement durci la façon dont une banque a le droit de prendre en compte les revenus locatifs que vous tirerez du logement que vous êtes sur le point d'acheter s'il s'agit d'un projet locatif. Donc tout ça a beaucoup contraint les banques. Une deuxième contrainte qui s'est ajoutée, qui est notre taux d'usure, donc le taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter. Et on a un double record en France. On a à la fois le taux d'usure sur les crédits immobiliers qui est le plus bas au monde, de très très loin, et qui est le plus lent à s'ajuster au monde. Et donc, dans une période où les taux remontent violemment, y compris les coûts de refinancement des banques ont remonté très violemment, ça a mis les banques pendant environ un an. On est en train de sortir de cette période maintenant, mais de l'été 2022 à l'été 2023, ça a mis les banques dans une situation où, pour prêter en respectant la réglementation du taux d'usure, elles étaient obligées de prêter à perte par rapport à leurs propres coûts de refinancement. Et évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'une banque n'aime pas beaucoup faire des pertes. Donc, ça a aggravé le fait que les banques se retirent du marché du crédit. Et puis, le dernier phénomène, là aussi, qui est complètement à contretemps, vous savez qu'on a un produit très populaire en France pour l'accession à la propriété qui s'appelle le prêt à taux zéro, alors qui est sous condition de ressources. Enfin, je vous passe toutes les conditions. Mais depuis 2016, maintenant, l'État, Bercy, fait tout ce qu'il peut pour rétrécir le prêt à taux zéro. On est passé en quelques années de 125 000 dossiers par an à peine 60 000 l'an dernier. Et l'an prochain, on tombera sans doute en dessous de 20 000, puisqu'on ne pourra même plus l'utiliser pour la maison individuelle. Donc ça aussi, ça aggrave les choses. Et donc concrètement, pour un candidat à la primo-accession aujourd'hui en France, ce qu'on voit, c'est un âge moyen maintenant de 35 ans. Donc, vous voyez qu'on n'achète pas son premier appartement en sortant de la fac, c'est fini. Et un niveau d'apport personnel demandé par les banques qui est, je vais dire, à minima de 10%. En dessous de 10%, c'est à peu près impossible de discuter, d'avoir une discussion sérieuse avec une banque. Et idéalement, même 20%. Donc, là encore, je vous laisse imaginer pour quelqu'un qui débute dans la vie en Île-de-France,
20% d'apport sur le prix d'un logement en Île-de-France, ça représente de très nombreuses, de longues années d'épargne. Voilà, donc c'est une véritable difficulté. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, les seuls qui arrivent à rester dans le marché de la primo-accession, ce sont des jeunes qui sont aidés par les parents. Il y a maintenant un cadre fiscal pour faire des donations qui est particulièrement avantageux. Donc, très souvent, ce sont les parents qui vont mettre l'apport personnel à la place du fiston sous forme de donation. Donc, le marché existe toujours, mais c'est un marché qui s'est quand même considérablement rétréci. Ensuite, on a ce qu'on appelle le marché de la secondo-accession. Toutes les personnes qui veulent bouger, mais qui sont déjà propriétaires d'un logement. Bon, évidemment, c'est une évidence de vous dire que ces personnes-là, certes, elles vont être acheteurs, mais elles sont aussi vendeuses. Donc, par construction, elles sont beaucoup moins sensibles à l'évolution des prix, parce que finalement, même si les prix augmentent ou s'ils baissent, peu importe, puisque finalement, ça se répercutera de façon à peu près équivalente sur le prix de vente et sur le prix du nouvel achat. Donc, il y a une sensibilité au prix qui est beaucoup plus faible. En revanche, il y a une sensibilité au taux qui est très importante. Alors là, je veux faire une distinction entre deux sous-segments. Vous avez d'un côté les transactions de confort. Donc, toutes les personnes qui envisagent de déménager, d'acheter un nouveau logement, typiquement parce que voilà, elles ont eu une promotion, elles gagnent un peu plus d'argent, elles sont un peu plus confortables, il y a peut-être un enfant qui arrive dans la famille, elles se disent bah, c'est le bon moment, je vais revendre mon petit appartement et à la place, je vais acheter un pavillon avec un petit jardin et on sera plus confortable. Alors, la grande difficulté pour ces personnes-là, qui ne sont pas contraintes de bouger, c'est le remboursement du crédit existant, puisque pour la plupart, elles ont bénéficié de crédits à des taux inférieurs à 2%. Et si elles déménagent, si elles vont au bout d'un projet immobilier, elles se condamnent à devoir rembourser par anticipation ce crédit-là, qui était très avantageux, et reprendre un nouveau crédit aux conditions actuelles qui vont être à 4 ou à 4,5. Donc, ça représente un gap, un surcoût dans le budget qui, pour la plupart, est absolument rédhibitoire. Et donc, on voit des ménages qui sont dans cette situation, qui gèlent leur projet de vie en se disant, bon, ben, je vais attendre que les taux redescendent. Et alors, je vais essayer de vous montrer, voilà, c'est ça. Donc, si je reprends l'historique des taux de crédit, moi, je considère aujourd'hui, avec des taux de crédit sur les nouveaux crédits qui sont en ce moment à 4, mais qui vont à 4,5 assez rapidement, je considère que tout le stock de crédit obtenu à moins de 3%, ce qui est quand même une part énorme du stock actuel, est devenu non adressable. C'est-à-dire que ces gens-là vont se mettre en marge du marché. Donc, ça contribue à considérablement ralentir les volumes de transactions. Par contre, ce qu'il faut bien se représenter, c'est que quelqu'un un secondo-accédant qui se met en marge du marché, ça représente à la fois une demande de logement qui disparaît, mais ça représente aussi une offre de logement qui disparaît. Donc, en réalité, ça n'a pas d'effet structurel sur les prix en tant que tel. Ça a simplement un effet sur le ralentissement du volume de transactions et ça a très peu d'effet sur les prix. Et puis ensuite, il y a l'autre segment des secondo-accédants qui sont les personnes qui ont des circonstances de vie diverses et variées qui les contraignent à bouger. Dans le jargon de l'immobilier français, on appelle ça les 4D. Alors, les 4D, ce sont les décès, évidemment. Hein, quand un parent décède, presque, à moins de choisir de conserver le bien, dans la plupart des cas, vous pouvez céder le bien immédiatement, peu importe où sont les prix et où sont les taux. Vous avez les divorces, où là aussi, par la force des choses, les gens sont contraints de se remettre sur le marché. Encore que, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai vu, quand j'étais chez CAFPI, j'ai vu malheureusement des clients qui, même divorcés, étaient contraints de continuer à vivre sous le même toit parce qu'ils avaient perdu l'accès au crédit à cause de la hausse des taux. Donc, même ça se discute, mais bon. Vous avez ensuite les déplacements. Alors, les déplacements, un meilleur terme, ce serait les mutations professionnelles, en fait. Donc, des gens qui ont une opportunité d'évolution professionnelle qui implique
de trouver un nouveau domicile pour se rapprocher de son nouveau travail. Et beaucoup, là aussi, vont refuser, décliner des opportunités professionnelles parce que ça impliquerait de rembourser un crédit très bon marché pour en reprendre un autre beaucoup plus coûteux. Et puis enfin, vous avez un quatrième D que je vais mettre un peu de côté, qui est le D de la dette ou le D du défaut, comme vous voulez. Et je le mets de côté parce qu'en fait, ça, c'est un facteur qu'on voit beaucoup dans d'autres marchés que la France, en particulier les marchés anglo-saxons, que certains d'entre vous connaissent sans doute, où vous avez euh, les crédits nouveaux qui sont faits soit à taux révisable, soit sur des taux courts, enfin des taux fixes assez courts. Et du coup, quand vous avez un choc de taux comme celui qu'on a depuis 18 mois, il ne s'applique pas seulement aux nouveaux emprunteurs, il vient aussi faire très mal au budget des emprunteurs du passé qui doivent à un moment donné subir eux aussi cette hausse. Et ça crée des vagues de défauts, donc des emprunteurs qui n'arrivent plus à rembourser la banque et qui à un moment donné disent à la banque, bah, écoutez, je vous rends les clés parce que je ne peux plus payer. Je partage ma vie entre Paris et Londres et je peux vous dire qu'à Londres en ce moment, c'est un phénomène qu'on voit de façon très très nette. Et ça, en fait, c'est un phénomène qui est presque toujours l'accélérateur de la baisse des prix dans le marché, parce qu'évidemment, une banque, quand elle saisit le bien pour se rembourser d'un crédit qui a fait défaut, elle le met immédiatement en vente et dans des conditions qui sont plutôt mauvaises et du coup, ça accélère, ça crée un effet d'emballement sur la baisse des prix. Ça, en France, on le voit extrêmement peu. Historiquement, on ne l'a jamais vu, en réalité, parce que, comme vous le savez sans doute, les crédits en francs qui sont octroyés à 20 ou 25 ans sur un taux qui est fixé pour toute cette durée. Donc, même si vous prenez un choc des taux, ce choc de taux va s'appliquer aux nouveaux emprunteurs, mais pas aux personnes qui avaient déjà un crédit en cours. Donc, ce quatrième D en France ne nous touche pas trop et ça explique sans doute pourquoi, enfin, c'est une des explications au fait que pour l'instant, la correction des prix en France est encore très modeste par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Le dernier segment dont je veux parler, c'est le segment du marché locatif, donc les personnes qui achètent un logement pour pouvoir le louer, donc comme un placement, souvent en préparation de la retraite. Bon. C'est un marché en France qui a toujours été un peu compliqué parce qu'on a une tradition de surprotection des locataires, hein, donc il y a un déséquilibre, on va dire, de droit entre les locataires et les propriétaires qui a toujours été problématique. Mais ça s'est encore aggravé sur la période récente à cause d'autres phénomènes. Vous savez peut-être qu'on a maintenant, dans un certain nombre de villes en France, et notamment en Île-de-France, des mécanismes de plafonnement des loyers. Donc à la fois un plafonnement en valeur absolue des loyers, mais auquel est venu en plus s'ajouter, depuis le retour de l'inflation, un plafonnement sur l'indexation des loyers. Par exemple, l'an dernier ou cette année, les loyers ne peuvent pas augmenter de plus de 3,5% sur la location longue durée classique. Donc évidemment, dans une période de forte inflation, ça peut être problématique pour les investisseurs. Et puis, on a aussi maintenant les obligations de rénovation énergétique qui ne s'appliquent qu'aux investisseurs locatifs. Si votre logement est sur les 3 derniers grades de qualité énergétique, ce qu'on appelle des passoires thermiques, vous aurez progressivement, si vous voulez pouvoir continuer à les louer, vous aurez l'obligation de les rénover et de les faire sortir de ce statut de passoire énergétique. Ça, c'est assez problématique. Alors, je ne vais pas contester ici le bien fondé, hein, la noblesse de l'objectif, mais ce qui est très problématique, c'est que ces obligations ne s'appliquent aujourd'hui qu'aux investisseurs locatifs et pas aux propriétaires occupants. Et donc, comme l'essentiel du parc locatif est dans du logement collectif et qu'il faut l'accord de la copropriété pour faire des travaux aussi lourds de rénovation, on se retrouve avec des situations très complexes où des investisseurs qui seraient prêts à faire les travaux n'arrivent pas à obtenir l'accord de leur copro, dans laquelle il y a une majorité de propriétaires occupants qui, eux, ne subissent pas ces obligations, et du coup se retrouvent contraints de céder ces biens avant de ne plus pouvoir les louer. Donc c'est une situation aussi difficile, assez difficile. Et puis j'ajoute enfin une autre difficulté liée à la hausse des taux et indirectement au plafonnement des loyers, qui est qu'aujourd'hui, en France, dans beaucoup de grandes villes, en particulier en Île-de-France, le rendement brut
sur de la location longue durée classique est maintenant inférieur au rendement de l'emprunt d'État français à 10 ans, qui est à 3,5. Et avant même que j'impute toutes les charges, tout le travail que ça demande et les risques que ça implique de faire de l'investissement locatif. Donc, on a un phénomène de fuite des investisseurs, aussi bien institutionnels que privés, de ce marché de l'investissement locatif. J'aurais dû ajouter aussi, pardon, j'ai oublié de le dire, la concurrence, entre guillemets, de la location courte durée, Airbnb, pour ne pas les citer, qui bénéficie d'un statut fiscal très différent. Et donc, on voit aussi beaucoup de locations classiques qui se transforment en locations courte durée. Voilà. En toile de fond de tout ça, il faut ajouter, et alors ça, pour le coup, ça n'est pas récent du tout, un déficit structurel de logement en France qui a au moins 20 ou 25 ans d'âge et qui s'est aggravé au fil du temps pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'on a une natalité encore relativement dynamique en France, parce qu'on a des flux migratoires importants qui ne faiblissent pas en tout cas, et parce qu'on a aussi un phénomène de décohabitation, c'est-à-dire que les foyers français sont de plus en plus petits à cause des divorces, à cause de la durée de vie qui s'allonge, etc., etc. Et en face de ça, une construction de logements qui est depuis 20 ans structurellement insuffisante et qui, en plus, depuis 18 mois, est en train de sombrer à cause de problèmes liés au coût de la construction, hein, qui ne fait qu'augmenter, alors que le pouvoir d'achat immobilier des Français, lui, est maintenant en baisse. Donc tout ça crée une situation de pénurie structurelle de logements qui, selon moi, est en fait un facteur de soutien des prix et qui explique pourquoi les prix c'est l'autre explication au fait que les prix ne baissent pas plus vite en France, c'est parce que malgré tout, dans une situation de pénurie de logement, le logement étant quand même à la base des besoins de n'importe quel Français, bon, ben voilà, on se serre la ceinture, on fait des sacrifices sur d'autres postes budgétaires pour pouvoir malgré tout devenir propriétaire, même si les prix sont très élevés et les taux n'arrêtent pas de monter. Voilà. Donc, pour conclure, bon, je pense maintenant que le phénomène qui est engagé depuis le début de l'année de baisse des prix va se poursuivre. Moi, j'imagine volontiers une baisse des prix de 10 à 15%, qui, on va dire, sur les 2 ans qui viennent, alors pas 2 fois 10 à 15%, hein, 10 à 15% au total, qui, combiné à l'inflation des salaires sur les 2 ans qui viennent, permettra de resolvabiliser les Français, en particulier les primo-accédants. Voilà, donc je ne crois pas au scénario de l'effondrement qui est parfois évoqué par d'autres analystes. Le logement n'est pas un pur actif obligataire à taux fixe, hein, c'est d'abord un besoin vital pour tous et du coup, ça répond aussi à d'autres dynamiques. Et puis, peut-être vous dire, pour revenir au sujet de Christophe et lui repasser la balle, vous dire que dans le marché actuel, moi, je reste convaincu que il y a encore des opérations intelligentes à faire, des opérations, ce qu'on appelle value add, c'est-à-dire évidemment, il faut faire très attention dans le climat actuel à ne pas aller aveuglément sur de l'investissement locatif classique dans des zones à loyer plafonné. Ça, on peut perdre gros. Mais si on va chercher, si on va renifler du côté des logements qui sont en statut passoire thermique et qui doivent être rénovés, tous les professionnels me disent aujourd'hui qu'on arrive à obtenir des décotes à la vente qui sont assez sensiblement supérieures au coût réel des travaux qu'il faudra mettre en œuvre. Il faut juste bien s'assurer qu'il n'y aura pas de difficulté avec la copro. Mais je pense qu'il y a de bons investissements à faire là-dessus. Il y a aussi des investissements à faire, alors ça relève sans doute plus de marchands de biens, mais il y a des très belles opérations qui commencent à se monter de surélévation de logements existants. On va aller prendre
un immeuble qui justement a besoin de rénovation énergétique, mais avec des propriétaires qui sont pas suffisamment solvables, ou une copro qui n'est pas suffisamment solvable pour payer elle-même la rénovation énergétique. Et la copro va en fait céder à un promoteur ou un marchand de biens le droit de venir construire 3 étages de plus, en échange de quoi le promoteur va prendre à sa charge la rénovation énergétique des étages existants. Bon, je pense qu'il y a aussi de très beaux investissements à faire de ce type. Je vois aussi beaucoup de fonds d'investissement qui se tournent maintenant sur les opérations de reconversion de bureaux, parce qu'on a en France une situation asymétrique où on a un excédent d'offres de bureaux qui est maintenant assez net, hein, en tout cas en Île-de-France, du fait du télétravail, etc. En particulier en première couronne, type la Défense, hein, où il y a des taux de vacances qui sont assez élevés maintenant, qui approchent 20%, alors que dans le même temps, on a un grave déficit de logement. Donc, ça tombe sous le sens de commencer à essayer de transformer des bureaux en logements. Voilà. Et puis enfin, le marché que Christophe adresse, qui est le marché de la location aux entreprises, je pense, est particulièrement porteur parce qu'en fait, ce que j'ai décrit du marché locatif aujourd'hui, enfin de la fonte du parc locatif classique en France, crée une situation de tension absolument monstrueuse. On l'a vu à la rentrée, hein, avec par exemple des étudiants qui n'arrivent pas à trouver un studio à proximité de l'université dans laquelle ils sont inscrits. Bon. Et ça, en cascade, en fait, ça crée de graves problèmes de recrutement pour les entreprises. Parce que les entreprises, dans un marché où le chômage est assez bas, les entreprises font le constat que très souvent, elles ratent des opportunités de recrutement parce que la personne qu'elles ciblaient leur dit « Désolé, je me suis renseigné, j'ai regardé, je n'arrive pas à trouver un logement à proximité du bureau. Plus ça impliquerait que je rembourse mon crédit et donc je vais laisser passer l'offre. » Donc, je pense que de plus en plus, les grandes entreprises françaises, alors ce n'est pas à la portée de n'importe quelle PME, mais les grandes entreprises françaises, sur les postes à forte valeur ajoutée pour leur cadre de haut niveau, vont être amenées à réfléchir à des offres où elles apportent elles-mêmes la solution au problème du logement et de la pauvreté du marché locatif. Et donc, je pense que l'offre développée par Christophe est parfaitement pertinente par rapport à ça. Voilà, j'ai trop parlé. Olivier, merci beaucoup pour cette analyse très granulaire de l'état du marché immobilier en France. On reconnaît absolument les symptômes et les conséquences que vous avez décrites ce matin. Effectivement, le marché parisien est relativement bloqué, d'autant plus qu'un appartement parisien se vend en moyenne tous les 40 ans. Donc l'offre est statistiquement très faible et aujourd'hui, comme il y a effectivement les personnes qui auraient pu bouger pour le confort ne bougent pas, effectivement, sur le marché actuel, mis à part les passoires énergétiques et les citations de décès, il y a en fait très peu d'offres sur le marché. Alors pour nos expatriés qui sont là aujourd'hui, ils n'ont pas ces problèmes puisque par définition, ils n'habitent pas en France. Ils ont deux situations d'incertitude qui est d'abord savoir si les taux vont monter ou pas. Donc, si ça vaut, il faut attendre et ensuite si les prix vont baisser ou pas. Alors, notre réponse est toujours la même. Vous investissez pour votre retraite et vous ne pouvez pas attendre indéfiniment de faire un investissement parce que vous allez avoir besoin de 20 ans pour rembourser. Donc, vous avez une urgence à investir parce qu'encore une fois, il y a cette pression de l'âge. L'élément positif par rapport à ça, c'est qu'on peut emprunter en France à des taux fixes et qu'ensuite, il est toujours possible de refinancer si les taux baissent. Donc, de ce côté-là, en termes de taux d'intérêt, il n'y a pas d'avantage à attendre puisque de toute façon, il pourrait refinancer derrière. Et ensuite, en termes de baisse des prix hypothétiques, encore une fois, j'ai 62 ans, donc j'ai vu des crises et des absences de crise comme en 2008 où les prix avaient baissé pendant un trimestre et ensuite étaient repartis dans le bon sens. Donc la seule chose que l'on peut vous conseiller, c'est de faire des offres, de travailler avec nous pour essayer de passer des prix qui anticiperaient une baisse des prix dans les 12 ou 24 mois, de manière à ce que vous puissiez réaliser quand même votre investissement aujourd'hui. Donc c'est un petit peu notre position pour les expatriés. Ensuite, vous avez abordé effectivement la difficulté aux entreprises ou aux cadres ou aux employés de se loger. Et effectivement, nous, on a aujourd'hui un parc d'environ 200 appartements qui sont totalement occupés. On est sur des taux d'occupation de plus de 95% sur une année, ce qui est énorme, parce qu'effectivement, il y a une attractivité de Paris,
qui incite effectivement, qui oblige les entreprises à fournir l'hébergement pour les personnes qui viennent s'installer en France, par exemple, ou les personnes qui ont besoin de prendre un poste à Paris. Donc, on est de ce côté parfaitement en phase. Vous avez aussi évoqué la DPE. La loi a été, on va dire, relativement mal pensée, puisque dans l'immobilier de copropriété en France, il faut une décision au minimum majoritaire. Et donc, il n'y a aucun alignement entre les objectifs ou les obligations des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants. Et il y a effectivement une situation de blocage absolu sur ce fait. Donc, c'est une usine à gaz absolue qui perturbe la vie de toutes les copropriétés en France aujourd'hui et qui a tendance, comme vous l'avez dit, à réduire encore l'offre locative parce que dans les immeubles, généralement, les petits appartements sont les appartements locatifs, donc pour les étudiants, pour les jeunes actifs, et ce marché est en train de disparaître. Quand on cite les chiffres de plateformes comme SeLoger, je crois qu'on est à moins 30% d'offres de location en moins pour cette année. Et vous avez noté le problème des logements des étudiants. J'ai de plus en plus d'expatriés qui me contactent pour acquérir un appartement à Paris ou en proche banlieue parce que leur enfant étudiant ou jeune actif n'arrive absolument pas à se louer. Ils préfèrent investir 250 300 000 euros pour que leur enfant ait une solution à peu près pérenne, plutôt de se retrouver à partager des appartements en colocation qui ne sont absolument pas intéressants. Donc, on est effectivement on retrouve tout à fait les phénomènes que vous avez évoqués dans notre activité quotidienne d'investissement pour les expatriés. Voilà. Alors, la semaine passée, Bruno Le Maire nous a dit qu'il était très triste de ne pas avoir emprunté avant la hausse des taux. Donc, on espère que nos expatriés qui nous entendent aujourd'hui, qui vont nous voir dans la semaine sur LinkedIn, ne regretteront pas leur investissement aujourd'hui, même avec les taux actuels, entre la hausse des loyers, parce que nous ne sommes pas encadrés par la mairie de Paris pour nos locations entreprises. Donc, je pense que c'est toujours le bon moment pour investir dans l'immobilier en France, pour préparer votre retraite. Et d'après nos sondages, 75% des expatriés comptent sur l'immobilier pour préparer leur retraite. Voilà. Merci à tous. Merci surtout à vous, Olivier, pour cette présentation. Elle sera disponible sur LinkedIn pendant plusieurs semaines. Donc, on va partager le lien pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas eu l'occasion de nous rejoindre. Merci au présent et à très bientôt. Olivier, encore une fois, merci et très bonne journée à Londres. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à ma newsletter. Il y a plein d'analyses comme ça sur l'immobilier, sur la politique monétaire, il y a plein de choses. Voilà, donc je rappelle l'URL, c'est moneysmart.fr. Moneysmart.fr. On mettra le lien sur le post LinkedIn. À très bientôt. Merci Olivier. Au revoir. Merci Christophe. Merci à tous.